Bonjour, alors, votre nom? Alors, mon nom c'est Claude, mon prénom, et André, mon nom de famille. Votre Je date de naissance? suis né à Caen le 27 septembre 1924. Qu'est-ce que je dois répondre? Votre âge pendant la guerre? Alors, à la déclaration de la guerre en 1939, j'avais 15 ans. J'avais un frère qui était 3 ans plus âgé que moi, qui s'est engagé pour la durée de la guerre comme volontaire dans la marine. Et ma mère avait vécu pendant la grande guerre de 14-18, sous l'occupation allemande déjà, dans le nord de la France, à Lille. Et quand les Allemands ont envahi la France en 1940, ma mère m'avait dit tu es très intrépide. Mes parents étaient très gaullistes. Mes parents avaient une photo de lui. Je ne sais pas comment ma mère avait pu se la procurer. Il y avait une grande photo du général de Gaulle et ma mère me disait toujours tu es tellement intrépide que si un jour tu peux trouver un moyen de partir en Angleterre, vas-y, on te donnera toute facilité. Et donc, j'ai vécu l'occupation allemande pendant pas mal de temps. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé en zone non occupée. Et de là, parce que pour fuir la zone occupée par les Allemands, comme j'étais intrépide, j'étais risque tout et tout, ma mère avait un peu peur pour moi, donc et donc j'ai franchi clandestinement la zone de démarcation pour me trouver en zone libre. Je me suis retrouvé en zone libre, et là je me suis engagé dans la marine française, mais la marine de Vichy. Mais moi, dans ma tête, pour moi, le seul but qui était unique pour moi, qui intéressait, c'était de rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Donc, je me suis retrouvé sous l'uniforme de marin à Toulon, et là, on m'a embarqué pour aller suivre des cours en Afrique du Nord. Et là, le débarquement anglo-américain est arrivé en Afrique du Nord, et j'étais à Alger à ce moment-là, et moi, dans mon esprit, le but initial pour moi, c'était absolument l'Angleterre. Je voulais rejoindre De Gaulle, si bien qu'un jour, me promenant sur les docks d'Alger, j'ai vu un grand bateau, c'était un transport de troupes qui s'appelait le Cuba, qui portait le fanion de la France libre. Et je me suis adressé à un marin pour lui demander si je pouvais monter à bord et tout ça, et parler, prendre un pot. Il m'a dit pas de problème. Il m'a emmené comment dirais-je, dans la salle de l'équipage. On a pris un pot, et puis là j'ai demandé mais vous êtes arrivé quand? Il me dit on est arrivé hier et on repart demain matin de bonne heure. Et je lui dis mais pour où? Il me dit on retourne en Angleterre pour faire un autre voyage. Ils étaient venus apporter des troupes fraîches pour renforcer les troupes qui venaient de débarquer donc en Afrique du Nord. Et là je suis arrivé donc alors il m'a planqué, il m'a vraiment caché à bord du bateau. Et puis il m'a dit bon, tu bouges pas, et puis on part demain, dès qu'on franchit la zone nationale au niveau de... Quand on se trouvera en territoire international, dans les eaux internationales, on viendra te chercher. Ils sont venus donc me chercher, et puis il m'a emmené au poste d'équipage, et là j'ai eu la grande surprise de voir que je n'étais pas seul, parce que là, je désertais la marine de Vichy, que je m'étais engagé pour fuir la zone occupée, mais mon but, ce n'était pas de rester. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont planqué. J'étais en somme comme déserteur. Et quand le bateau, c'était le Cuba, c'était un petit paquebot, quand il a franchi les limites territoriales, le gars qui était venu me cacher, il est venu me chercher, il m'a emmené au poste, et là, à ma grande surprise, j'ai vu que je n'étais pas seul. Il y avait 2 autres marins comme moi, plus un officier médecin de l'armée de terre.
Et on s'est retrouvés donc à 4 sur le Cuba. On a fait un voyage sans histoire, escorté, parce qu'évidemment, il y avait les risques des sous-marins. Et là, je suis arrivé en Angleterre, et là, je venais d'avoir 18 ans, quand je suis arrivé en Angleterre. Et là, après des formalités avec l'immigration, on a été questionné, on a été pendant toute une journée, parce que les Anglais craignaient à ce moment-là que, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de pays occupés, qui avaient réussi à rejoindre l'Angleterre, et donc ils étaient là, ils étaient questionnés pour dépister éventuellement les espions. Là, je suis resté à peu près 15 jours, et ensuite, hop, je suis parti à Portsmouth pour faire une formation. Et là, j'ai fait une formation d'ASDIC, c'est-à-dire de détecteur de sous-marins. ASDIC, c'est l'acronyme c'est Anti-Submarine Detection, Comité interallié de détection anti-sous-marine. Là, j'ai fait donc une formation pendant un mois, et après j'ai embarqué sur un bateau qui s'appelait l'Amiens, qui était un escorteur pour escorter 2 voiliers français qui étaient en danger sur les côtes sud de l'Angleterre, et puis on les a convoyés. Et là, j'étais donc aux écouteurs. Et après, j'ai embarqué sur une corvette, sur la Lobelia. Alors là, c'est la très grande aventure, évidemment, qui commence, parce que j'ai embarqué sur une corvette qui était basée en Écosse. Et il y avait 6 corvettes françaises qui étaient attachées à la base de Greenock, car les corvettes, il y avait 6 corvettes françaises. Il y avait des corvettes britanniques, il y avait un torpilleur polonais, le Burda, et les corvettes étaient chargées de protéger les convois de ravitaillement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et là, j'ai embarqué donc sur la Lobelia toutes les corvettes anglaises, canadiennes et tout ça qui ont été fabriquées pendant la guerre, qui faisaient l'Atlantique Nord, portaient toutes des noms de fleurs. Moi, j'étais sur la Lobelia. Alors, il y avait la Lobelia, il y avait la Conite, il y avait la Renoncule, il y avait la Rose Lys, et il y avait la Mimosa et la Lys. Et pour vous dire les dangers de la protection des convois, c'est que la Mimosa et la Lys, qui étaient des corvettes françaises, mais avec équipage français, ils ont été coulés par des sous-marins allemands. Et on protégeait des convois qui comportaient entre 40 et 50 bateaux. C'est-à-dire on partait au nord de l'Irlande, à Londonderry, et là on prenait possession, si on peut dire, du convoi. Et là, en général, les convois se composaient à peu près entre 40 et 55 bateaux. Et alors les convois étaient formés par ligne. Comme ça, les uns derrière les autres, il y avait, suivant l'importance, il y avait 5 lignes de 10 bateaux pour 50 bateaux. Et alors les escorteurs, on était entre 12 et 15. Et on entourait le convoi pour protéger ce convoi, parce que les sous-marins avaient des tactiques qui consistaient à essayer de se glisser sous le convoi pour pouvoir mieux couler les bateaux marchands, pour mieux les viser et tout ça. Et donc, nous, on changeait de route comme ça pour essayer de fermer les limites donc de ce convoi. Et malgré ça, ils arrivaient à passer. Hein. À chaque convoi, on avait des pertes qui étaient importantes. Hein. En bateau marchand, on avait quelquefois plus de 30% de pertes. Au niveau escorteur, par exemple, la Mimosa et la Lys, qui étaient donc des corvettes françaises, elles ont été coulées, voyez-vous. Donc, et à chaque convoi, parce qu'il y avait un endroit dans l'Atlantique Nord, quand on prenait le convoi en Irlande du Nord, on montait sur l'Islande, on longeait le Groenland, on descendait sur Terre-Neuve, et on laissait le convoi dans la baie d'Hudson, aux États-Unis. Et alors, en Atlantique Nord, il y avait un endroit au milieu de l'Atlantique
qui ne pouvaient pas être protégés par l'aviation, aussi bien britannique qu'américaine, si bien que les convois étaient à la merci donc des sous-marins allemands. Et alors ils avaient une tactique, les sous-marins, c'était qu'ils attaquaient, les dernières années, ils attaquaient par meute. C'est-à-dire que dans un des grands convois où j'étais, donc sur la Lobelia, à un moment donné, on avait rejoint un autre convoi parce que l'amirauté britannique nous avait communiqué, comme ils avaient pris la fameuse machine à décoder qui s'appelle Enigma, ils avaient pris ça aux Allemands, donc ils étaient au courant de tous les codes et tous les ordres que donnait l'état-major allemand au niveau des sous-marins. Si bien qu'en novembre 43, fin octobre-novembre 43, ça a été le plus gros convoi qu'on ait eu. Il y avait plus de 100 bateaux marchands et on était plus de 30 escorteurs. Et ce convoi a été attaqué. Ce convoi donc a été attaqué par une meute de 25 sous-marins, c'est pour vous dire. Et ils ont coulé des bateaux marchands, ils ont coulé aussi des escorteurs, mais il y a eu 12 sous-marins allemands qui ont été coulés à ce moment-là. Et moi, j'étais aux écouteurs, parce que comme spécialité, j'étais détecteur de sous-marins. J'ai détecté le troisième sous-marin, que la Lobelia, mon bateau, il en avait déjà coulé 2 sous-marins, et le troisième, c'est moi qui était de quart, qui était de garde, c'est moi qui l'ai détecté, voyez-vous, et c'est le troisième donc sous-marin qui a été coulé. L'histoire, oui. Elle sert à donner aussi du sens à des valeurs telles que les droits de l'homme, par exemple, et pas uniquement à retenir des dates ou à passer des examens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez aux politiques par rapport à l'enseignement de l'histoire et par rapport à la transmission de l'histoire? Oui, ben, vous savez, je pense que bon, il y a des efforts de fait dans ce sens-là, puisque dans l'académie de Caen, à la direction des anciens combattants, là, monsieur Franck Lecomte, qui je suis très ami, il contacte des lycées ou des collèges pour faire, si vous voulez, mon devoir de mémoire. Il demande au directeur d'établissement, de collège, s'ils sont intéressés par mon récit, par mon parcours. Et alors j'ai eu déjà l'occasion d'intervenir dans 2 lycées, dans un collège et également à la fac pour des étudiants étrangers qui viennent là tous les ans. Alors mon souhait, évidemment, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais je pense que le devoir de mémoire devrait être encore plus important auprès des jeunes. Parce que les jeunes ont faim, si vous voulez, de ce savoir, de ce que nous, on a vécu. Enfin, moi, j'ai été privilégié, ainsi que mes collègues de la France Libre. Mais il y a d'autres parcours qui ont été faits, soit par des anciens combattants, soit d'Algérie, soit d'Indochine et tout ça. Et je voudrais qu'il y ait donc que ce soit amplifié au niveau des jeunes, qu'il y ait des gens qui sont volontaires, hein, qui veulent bien. Moi, je vous dis, ça fait déjà plusieurs interventions que j'ai faites. Je vais en faire une bientôt au lycée Malherbe, là. Et donc, alors, c'est bizarre, mais les filles sont beaucoup plus intéressées que les garçons en général. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons,
Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.